Alors, on vous le rappelle, hein, la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, qu'on appelle l'IFI, doit avoir lieu selon le même calendrier que celui fixé pour l'impôt sur le revenu. Et c'est à l'occasion de cette déclaration qu'on reporte la valeur nette taxable de l'impôt sur la fortune immobilière. Évidemment, chacun doit réaliser quelques petits calculs pour voir s'il est ou pas redevable de l'IFI. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Réponse avec vous, Jérôme Barré. Bonjour, maître. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Comment on devient, par chance ou pas, éligible à l'IFI? Eh bien, malgré ce que vous voudriez penser peut-être, ça n'est pas un parrainage, David. On n'est pas parrainé par 2 membres déjà à l'IFI qui vous... Alors, si vous êtes à l'IFI, si vous êtes propriétaire immobilier, d'une part, et si le patrimoine immobilier dont vous disposez, patrimoine net, dépasse 1,3 million, c'est-à-dire les actifs l'immobilier, moins les prêts qui ont été souscrits pour acquérir ces biens immobiliers. Voilà. Alors, la particularité aussi, c'est que quand vous rentrez dans le processus, c'est 1,3 million pour rentrer dedans, mais la taxation commence à 800 000 euros. Donc, vous êtes taxé un peu plus tôt que le seuil que vous allez franchir. Voilà. Après, si on tutoie, on côtoie cette limite donc de 1,3 million, qu'est-ce qui se passe? Il vaut mieux être au-dessus, en dessous Alors ça, c'est toujours On n'est jamais à 1,3 million pile poil. Hein. Non, mais on voit bien qu'on est très légèrement au-dessus ou très légèrement en dessous, et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est une question de calcul et de prescription. D'abord, il y a un moment, quand on voit qu'on commence à rembourser ses emprunts, quand on acquiert de l'immobilier, c'est qu'on va y rentrer dans l'IFI. Donc autant le prévoir, le moment où on y rentre, c'est toujours mieux. Ensuite, si vous ne déclarez pas, si vous n'êtes pas dans l'IFI, que vous ne déclarez pas, la prescription de l'administration, c'est la capacité qu'elle a de revenir en arrière, c'est 6 ans plus l'année en cours. Ouais. Alors que si vous déclarez, là, vous n'êtes que sur 3 ans plus l'année en cours. Donc, déclarer. Il vaut mieux déclarer à 1,3 million plus 1 euro que 1 999 000, enfin 299 000 quelque chose. C'est mieux. Bon, les biens qui rentrent dans le champ d'application de cet impôt sur la fortune immobilière. Tous les biens immobiliers, tous les biens immobiliers, immobiliers, que vous les déteniez indirect, que vous les déteniez en indirect. Les droits immobiliers, alors pour les usufruitiers, vous savez, c'est quand il y a un démembrement, dans un certain nombre de cas, et quand vous donnez notamment et que vous gardez l'usufruit, c'est l'usufruit qui est l'usufruitier qui porte sur la totalité. Donc ce sont les immeubles bâtis, les immeubles non bâtis, les terres agricoles, les terrains à bâtir, les bois, les forêts, les friches, les immeubles qui sont en cours de construction, peu importe, c'est de l'immobilier, les droits réels immobiliers. Les appartements, les chambres de bonne, enfin tout y est. L'usufruit, le droit d'usage et d'habitation. Quand par exemple vous voulez confier un droit à quelqu'un et que vous voulez qu'il ne soit pas transmissible, vous faites ça pour le restant de ses jours, sans que ce soit un usufruit, le droit d'usage et d'habitation rentre, et c'est celui qui est titulaire de ce droit qui doit le déclarer. Et enfin, tous les actifs immobiliers qui font l'objet d'un crédit bail également. Bon, comment est-ce qu'on fait pour évaluer? Une fois qu'on sait ce qu'on met dans l'assiette taxable en matière de biens, comment on détermine la valeur de ces biens? Pratiquement, on fait comment? Alors, le principe, c'est que c'est un principe normalement de valeur vénale. La valeur vénale, c'est la valeur d'un bien dans un marché idéal. Mais vous ne savez pas très bien ce que c'est qu'un marché idéal, puis vous n'êtes pas un évaluateur, donc c'est très théorique. Le principe ensuite, deuxièmement, c'est qu'on retient les méthodes qui sont utilisées en cas de mutation par décès. C'est-à-dire que vous constatez des biens au décès de quelqu'un qui vont être transmis à des héritiers, eh bien vous devez faire ce calcul. Alors en pratique, quand vous êtes devant ce sujet, vous êtes un peu comme une poule devant un couteau, et l'administration n'est pas toujours très facile sur ces sujets-là, et elle a beaucoup d'expérience. Ce ne sont pas les évaluateurs, les agents du fisc, mais ils connaissent bien. Donc votre travail, c'est d'aller rechercher. Alors, si vous avez acheté un bien, prenons l'année 2024, puisque c'est le 1er janvier 2024 auquel vous devez déclarer vos valeurs, eh bien, si vous avez acheté un bien l'année dernière, ou si vous avez perçu un bien par succession ou par donation l'année dernière, vous gardez cette valeur. Il n'y a pas de difficulté entre ce que vous avez perçu entre le 1er janvier 2023 et 2024 dans un marché immobilier qui est relativement atone, vous n'avez pas de difficulté à dire que vous conservez le sujet. Si c'est un peu plus long, et si surtout vous avez été un peu timide sur la façon de réévaluer les biens. Vous avez différents sites, je pense à meilleursagents.com, vous avez votre notaire qui va vous aider avec la base biens. Et la difficulté que vous pouvez avoir aussi, c'est si vous avez par exemple un immeuble familial avec différents membres de la famille, accordez-vous sur les valeurs. Et si vous habitez dans un immeuble vous avez un appartement dont vous êtes propriétaire, eh bien essayez de voir ce que font aussi vos voisins de façon à ne pas non plus avoir des choses qui soient trop disparates parce que l'administration n'aime pas ça. Donc c'est un exercice. Au final, si vraiment vous avez un doute, ça ne vous protège pas de tout, mais vous demandez à un expert. Vous demandez à un expert dont le métier n'est pas l'expertise sur les biens qui sont loués, mais sur les biens qui sont vendus. Et donc ça, c'est important de le faire. Bon, sachant qu'il y a des abattements,
des décotes également. Alors, il y a des décotes également, et je voudrais revenir sur un sujet qui est un petit peu plus compliqué, qui a changé avec la loi de finances pour cette année, c'est lorsque vous détenez des biens immobiliers au travers d'une société. Ouais. Le législateur cette année a voulu dire que vous le déteniez en direct Quel ou type de pas, société? tout type de société, vous avez, et tout type de société, quel que soit l'empilement des sociétés. C'est pour ça qu'avec l'IFI, vous avez des biens immobiliers qui autrefois n'étaient pas taxables du temps de l'ISF, mais qui sont devenus taxables parce qu'on va les chercher. Hein. C'est comme si vous aviez des trackers, c'est comme si vous aviez des actions de préférence. Vous allez chercher le bien immobilier. Et dans ce cas-là, vous devez faire un calcul un peu compliqué, que je ne vais pas citer ici, d'autant qu'il a changé avec la loi de finances, pour justement trouver une espèce d'équilibre entre celui qui aurait ses biens en direct, pour affecter notamment les passifs, et celui qui les aurait au travers de ces sociétés. Et là, vous avez deux plafonds à calculer, c'est un peu compliqué, il faut mieux aller voir son avocat ou son expert comptable. Donc, alors, sur les décotes que vous évaluez, effectivement, ça c'est un sujet qui est au-delà des traditionnels abattements de 30%. Alors, celui-ci, il est important, c'est presque une icône, oui. si on veut. Mais vous avez tous les mécanismes de décote de détention indirecte. Donc, parce que détenir un bien au travers d'une société, ce n'est pas la même chose que de détenir en direct. Vous avez les questions d'illiquidité, vous avez les questions de minorité. Vous détenez 5% dans une société, ce n'est pas la même chose. Vous êtes dans une indivision, vous avez 5%, ce n'est pas la même chose. L'illiquidité et l'indivision sont des sujets qui sont majeurs. Vous avez une indivision, vous ne pouvez pas vendre votre part. Si vous voulez la vendre, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc c'est compliqué. Un bien qui est hypothéqué, il est grevé d'une hypothèque, donc il est immobilisé, il a une décote. Les biens qui sont loués. Et en fait, on va aussi regarder la situation objective du bien, son état, s'il est situé au bord de l'autoroute ou au bord de la voie ferrée. Tous ces éléments qui sont en fait des éléments de droit, de fait, vont affecter la valeur du bien et vont vous permettre de faire un calcul plus affiné. Maître, quels sont les risques de sous-évaluer un ou plusieurs biens dans sa déclaration? Ça, c'est un vrai sujet, ça. Alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, un bien qui n'est pas déclaré, c'est 6 ans plus l'année en cours. Oui. En revanche, si vous le sous-évaluez, c'est 3 ans plus l'année en cours. Alors là, tout va dépendre de votre qualité, j'allais dire, de déclarant. Si vous êtes un avocat fiscaliste, si vous êtes un président d'une banque, si vous êtes quelqu'un qui est jugé avoir la compétence personnelle suffisante, l'administration ne va pas être tendre, et si elle redresse, elle va vous appliquer des pénalités de 40%. Donc ça, c'est pas du tout agréable. Donc sous-évaluer, non. Sous-évaluer, en fait, on ne sait jamais très bien ce que vaut un bien. Il y a une limite en deçà de laquelle il ne faut pas aller. Bon, sinon un petit coup de pouce, on finit bientôt là-dessus, un petit coup de pouce pour réduire le montant de son IFI. Eh bien, vous pouvez donner... Il y a des moyens, vraiment? Oui, il y a un moyen qui dure jusqu'au moment où vous allez déclarer, qui est tout à fait intéressant. C'est que vous pouvez donner à une œuvre jusqu'à 66 700 et ça vous fait quand même une déduction puisque c'est 75%, une réduction de 50 000. Autrement dit, si vous avez un ISF de 4 000 et que vous mettez 3 000, vous supprimez ou vous avez 5 000 et que vous mettez 4 000, vous mettez 5 000 et que vous avez 4 000, vous supprimez, je vais y arriver, ouais. vous supprimez la taxation. C'est donc pas du tout négligeable. Bon, et on finit avec les bons gestes à accomplir. On n'oublie rien, on ne sous-évalue pas horriblement, parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur du bien, et chaque bien a ses particularités. Oui, on a tendance, quand on le vend, surtout que quand on le vend, on a toujours tendance à penser qu'il vaut plus haut, donc c'est pas vrai. C'est généralement pas vrai, la moquette est pas si, les fenêtres, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. S'il a été sous-évalué dans le passé, on est assez prudent, donc on progresse, on le rehausse doucement, on verse des dons aux œuvres, on vient de le dire, et on essaie de rester cohérent d'une année sur l'autre. L'administration n'aime pas, et elle le voit, les ruptures, les dents de scie, ça ne va pas. Enfin, on ne fait pas l'autruche. Hein. S'il y a un oubli, on remet le bien dans le sujet. Et puis, le cas échéant, on va voir son fiscaliste. Évidemment, et là, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci pour ces conseils. Merci, David.